Et bonsoir à tous et bienvenue pour cette 5ème édition de Game Radio. Et je pourrais dire jusqu'ici tout va bien. En tout cas, nous sommes en présence du magnifique, du grand Loïc. Oui. Nous sommes en présence du magnifique et du un peu plus grand Sébastien. Je crois qu'il est un peu plus grand d'ailleurs. Hein? Pas beaucoup, mais je crois que oui. Ouais, si. En tout cas, nous sommes aussi en ma présence bien petit. Eh ben, évidemment. À nous seuls, quand même. Et on va commencer tout de suite. En tout cas, merci de nous écouter en ce jeudi soir, jeudi 20, si je puis je me permets. Permets-toi. Je me permets des choses, et cette semaine on a beaucoup de news. Ou pas trop au final, enfin des news un peu tristes, des trucs beaucoup moins tristes, et pas mal de trucs à vous dire. En tout cas, on va commencer tout de suite avec les news. Et cette semaine, on va commencer par un petit jeu que les fans de MOBA ont pu tester, je pense, Smite, qui est un jeu sorti par iRaise Production, et bien qui annonce leur nouvelle production justement, Smite Tactics. Donc Smite Tactics sera un petit jeu tour par tour auquel on devra composer au mieux son armée et envoyer son armée à attaquer tour par tour. Donc ça a l'air assez sympa. En tout cas, la bêta fermée et ouverte aux inscriptions. C'est très bizarre comme phrase, encore une fois. Mais vous pouvez tout de suite vous inscrire, qui devra arriver en fin d'année, donc en décembre. On continue tout de suite avec des news sur le Steam, sur Steam tout court, pleinement Steam, parce qu'il y a pas mal de news au final sur Steam. Steam qui annonce aussi ses chiffres de vente sur son contrôleur. Donc pour ceux qui connaissent déjà, le Steam Controller est une manette qui est sortie déjà il y a pas mal de temps et qui a fait ses débats comparé à la manette Xbox ou PS3 ou PS1 ou PS4. Et du coup, la manette Steam a quasiment atteint 1 million de ventes. Ça devrait atteindre ça dans les prochaines semaines. Donc, un bon chiffre pour Steam qui continue à faire évoluer sa plateforme. On continue aussi avec une autre très bonne news pour les possesseurs de télévision Samsung. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un Steam Link disponible pour 45€ qui agit en tant que lien entre vos téléviseurs et votre PC, qui vous permettent de jouer à des jeux Steam sur votre PC. Et bien sachez que si vous avez une télé Samsung, ils sont actuellement en train de travailler avec Samsung pour que les téléviseurs Samsung et les applications qui sont dessus, qu'il y ait une mise à jour qui soit envoyée sur votre téléviseur et que vous pouvez tout de suite accéder à vos jeux Steam. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'acheter 45€ un Steam Link, c'est-à-dire que si vous avez une télé Samsung, et ben vous pouvez jouer à vos jeux Steam, ce qui est assez stylé. On continue avec des news aussi, toujours sur des grosses plateformes. On va parler de la console qui a été annoncée aujourd'hui. Et oui, c'est Nintendo qui a annoncé leur nouvelle console, donc la Nintendo Switch, qui sera pas vraiment l'équivalent, mais pas très loin de la console de Nintendo NX, qui sera l'évolution d'une Wii U un peu bizarre avec des meilleurs specs. Et donc oui, la console Switch, du coup, qui sera une mablette entre une console pour télé et une mablette, et du coup cette console là, oui, mais pendant que on me passe des messages, en tout cas cette console là est assez stylée. Enfin, moi je la trouve assez cool. C'est simple, le principe est aussi simple que ça. C'est une tablette, enfin c'est plutôt une console de salon qu'on installe sur sa télé. Et une fois qu'on a fini de jouer sur sa télé, eh bien on peut retirer la petite mablette qui se place au milieu de la console et continuer à jouer à son jeu en partant, je sais pas, au boulot, au travail, à faire ses études, aller manger un kebab, tout ça. En tout cas, on peut continuer à jouer et c'est assez cool. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, le concept est là, avec une manette qui est adaptable à la tablette. C'est assez cool, on connaît pas encore le prix, donc à voir, à surveiller, mais je vous conseille d'aller voir les images qu'ont montré Nintendo, c'est assez intéressant. On continue tout de suite avec un autre jeu qui devrait sortir, enfin un autre jeu, plutôt juste le jeu qu'on va parler cette semaine. Tyranny, le petit jeu de Obsidian, donc Obsidian qui sont majoritairement connus pour New Vegas, pour aussi les Fallout 1 et 2, et je crois bien que c'est eux qui font le CRPG Truc of Imperium, je sais plus comment il s'appelle, bref, ils font ce jeu là, ils font beaucoup d'RPG. Et donc ils sortent leur nouveau jeu, donc Tyranny, un jeu où vous incarnez le commandant d'une armée démonaque, et donc c'est simple, vous devez foutre la tyrannie. Donc c'est un petit RPG aussi, ça a l'air assez stylé, assez drôle. En tout cas, ça vaut, je pense que ça vaut. Du coup, ça sort le 10 novembre. Voilà. Pillar of Eternity.
Pillar ont of sorti- Eternity, c'est ça. Voilà. C'est ça qui Et est ils avaient fait aussi KOTOR 2, tiens. Oui, KOTOR 2. C'était eux qui l'avaient fait, voilà. On continue avec la news et on termine plutôt sur la news décevante ou rassurante de cette semaine où on sait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est Watch Dogs 2. Donc Watch Dogs 2 repoussé sur PC de 2 semaines au final pour problème d'optimisation et re-optimisation du coup sur les versions PC. On ne sait pas vraiment. Je suis pas sûr que ce soit la seule et unique raison parce que 2 semaines d'optimisation c'est assez short pour un jeu aussi gros que Watch Dogs 2. On verra ce que ça donne. Après, s'il n'y a pas grand chose à faire, peut-être. À voir, à optimiser, je dirais. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les news de cette semaine. Il y a évidemment une grosse news que j'ai zappée et je pense que tout le C'est monde le critique. sait. Red Dead Redemption. Je- Non, mon Dieu! J'aimerais juste te dire. Oh le bon The Hype Train. C'est tellement ça avec Red Dead Redemption 2. Bon, je vais revenir un tout petit moment sur Red Dead Redemption pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors c'était un jeu qui s'est sorti en 2010, sorti donc sur PS3 et sur Xbox. C'était un jeu donc développé par Rockstar, donc le studio qui a entre autres développé GTA. Et c'était un jeu typé un peu GTA, c'est-à-dire dans un monde ouvert avec donc, beaucoup de choses à faire et dans l'univers du western. C'était la suite de Red Dead Revolver qui était beaucoup plus passé sous silence. Red Dead Redemption était sorti acclamé par la critique. Pour vous dire, il est monté à 95 sur 100 sur Metacritic, 19 sur 100 sur le forum Non, JVC, 19 sur 20. sur 20 en effet, parce C'est que pas sur 100 ça fait pas sur beaucoup. 100, ouais. Donc 19 sur 20 sur le forum JVC par les critiques des utilisateurs. Et il a été nommé 84e meilleur jeu de tous les temps d'après les consommateurs de JVC. Ouais. Donc vraiment, ça avait été un jeu. Donc il avait été nommé aussi jeu vidéo de l'année. Il avait eu une prix pour sa bande son. Il a eu plein de choses. Il avait été acclamé pour son univers, pour ses personnages, aussi pour ses mécaniques de jeu, avec par exemple le Dead Eye, donc qui était un système qui permettait de ralentir le temps pour pouvoir target plusieurs personnages et pouvoir tirer, ce qui faisait à chaque fois des scènes d'action dantesques. It's It's high noon, c'est tellement ça. Donc voilà, et Red Dead Redemption donc avait vraiment secoué la communauté, si on peut dire, et avait été l'un des jeux, probablement l'un des jeux les plus appréciés, c'est sûr, de l'année 2010 et en général de la PS3 et de la Xbox. Et Red Dead Redemption 2 a été annoncé après un teasing sur la durée, mais quand même plutôt courte, hein, parce que ça a été annoncé. Donc ça a commencé le 10, la hype a commencé le 16 octobre avec une simple image du logo Rockstar En modifié pour passer sur fond rouge. Et le rouge est la couleur de Red Dead Redemption, de Red Dead en général. C'est Et même ça, dans le ça titre. c'est beau. Ça c'est beau quand même qu'on arrive à hyper des gens juste avec une couleur. Ils ont posé ça et je pense que il y avait déjà ça a beaucoup été retweeté, beaucoup de commentaires ont apparu. Ils ont pas beaucoup fait attendre la hype puisque le 17, 7 personnages sur fond rouge sont tweetés. Dans un coucher de soleil, 7 personnages dont l'un, je crois, chevauche un cheval. Donc clairement, c'est pas du GTA. Clairement, c'est un jeu qui est raid. Donc, certains supposent une version remasterée de Red Dead Redemption. D'autres supposent un portage PC parce que le portage PC n'a jamais été fait. Le PC est toujours exclu de Red Dead Redemption. Et le 18 octobre, l'annonce de Red Dead Redemption 2 avec un lien vers un site et un compte à rebours qui se terminait aujourd'hui, il y a 3 heures. Forcément, la hype est montée, les gens ont supposé des comptes à rebours, vers des comptes à rebours, vers des comptes à rebours. Il y a eu beaucoup de blagues. On parlera un petit peu de Sombra sur la fin de la chronique quand même. Il y a eu beaucoup de blagues et donc le premier trailer est tombé il y a 3 heures avec d'autres infos comme par exemple le partenariat avec PlayStation. Il faut savoir que Red Dead Redemption 2 aura un partenariat privilégié avec PlayStation et même s'il sort aussi sur Xbox mais il ne sort toujours pas sur PC, les utilisateurs de PlayStation 4 auront la mise à jour online un peu plus tôt que celle de Xbox One. Donc voilà. Et du coup, la trailer est sortie il y a 3 heures avec du coup un tout petit peu de hype qui s'est créé dessus, sachant que le trailer est vraiment magnifique. Ça fait partie des plus belles images de jeux vidéo que j'ai pu voir ces derniers temps, même si la concurrence est rude avec tous les jeux vidéo qui sont sortis ces temps-ci avec des images à chaque fois très impressionnantes. Mais là, l'image est vraiment léchée. C'est qualifié comme rendu sur PS4. Alors, ça veut tout et rien dire parce que ça peut tellement être un film rendu sur PS4 comme on pourrait dire. Mais en tout cas, ça annonce du beau travail, les paysages sont magnifiques, les environnements ont l'air incroyables. Si en 1 minute 30 de trailer, ils arrivent à
faire tout ce qu'ils promettent pendant ces 1 minute 30, on peut avoir vraiment un très grand jeu. Donc voilà, donc 800 commentaires sur Reddit en moins d'1 heure. La hype est totale avec des commentaires du style des chevaux sont confirmés dans le jeu, etc. Des gens qui commencent à faire des suppositions sur le fait qu'il y aura des canoës parce qu'on voit un canoë dans le jeu. Bref, des suppositions sur l'époque aussi. Red Dead Redemption se passant en 1911. On attend de savoir si le nouveau jeu sera une suite, sachant que le jeu original se finissait en 1914, ou une préquelle, et sachant qu'on voit par exemple beaucoup de bisons dans le trailer, on se dit ce sera peut-être avant, parce que par exemple il y avait une quête dans Red Dead Redemption où il fallait tuer tous les bisons. Voilà, je vais terminer là-dessus, je crois. Pourtant, j'avais prévu, je crois, une petite annonce que j'ai oublié de faire. Et on va parler juste 2 minutes, puisqu'on parle de hype, sur Sombra, qui avait, elle aussi, un compte à rebours. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Sombra est le nouveau personnage de Blizzard, de Overwatch, du jeu Overwatch. Et elle avait lui aussi un compte à rebours qui durait depuis 1 mois, je crois, à peu près. 2 mois, et qui s'est terminé hier, si je m'en rappelle bien. Oui, hier soir, vers 20h, plus ou moins. C'est ça, et du coup, hier soir a commencé un gigantesque ARG autour de Sombra, qui avait déjà commencé, mais là, on veut dire que ça a repris de plus belle avec de nouvelles pistes, de plus en plus folles, à base de morts qui mènent sur des sites, qui mènent sur des trucs, qui mènent sur des machins. Donc voilà, et pour vous dire à quel point ça crée de la hype, hier soir a été aussi dépassé le record d'un streamer qui s'appelle AlphaCast, qui a dépassé son record de nombre de viewers à 11 000, sachant qu'il n'a pas du tout joué au jeu. Voilà, juste à essayer d'écouter des bruits de pas dans une map, il a réussi à déplacer son record d'audience, donc il est monté à 11 000 personnes qui regardaient juste quelqu'un essayer de suivre l'ARG qui se passait avec tous les événements, les gens qui avaient des spéculations incroyables à base de mettez-vous avec Bastion, faites 2 pas en arrière, sautez à l'envers, 2 pas en avant, mettez-vous en mode machine et vous verrez ça fait bip, et en fait c'est un truc de son bras. Bref, des trucs de ouf qui sont passés. Alors c'est pas vraiment ça, mais c'était vraiment, franchement les gens étaient vraiment pas loin. Donc ouais, une hype qui a bien secoué aussi le monde de jeux vidéo et d'Overwatch. Donc voilà. J'arrive pas à retrouver, mais j'ai trouvé un post, un gars qui résumait en gros tout ce qui s'est passé depuis hier et tout ce qu'ils ont trouvé. Alors, et c'est assez ouf. Il y a un site qui résume tout ce qui s'est passé depuis le début de l'ARG de Sombra. Et c'est vrai qu'il y a eu des trucs de ouf et les développeurs de Blizzard ont trouvé beaucoup d'idées intéressantes. Et ont caché plein d'easter eggs et plein de blagues, comme par exemple... il y a, si vous tapez sur le site d'Overwatch, que vous mettez /Sombra pour arriver sur la page de Sombra, il y a évidemment un message qui dit que cette page n'existe pas et que en dessous il est marqué imaginez tout ce que cette page blanche pourrait contenir. 3 petits points. Donc voilà, les développeurs de Blizzard qui s'amusent en même temps et qui ont dû bien s'amuser hier soir en regardant cette communauté de joueurs qui était assez impressionnante. Il y avait 3000 personnes sur un Discord en même temps, sur le Discord de l'ARG de Sombra. Donc autant vous dire que c'était complètement impossible de suivre quelque chose. Donc vraiment, ça a secoué beaucoup de monde, et beaucoup de monde surtout s'est mis à chercher, et beaucoup de personnes qui n'étaient pas habituées aux ARG aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour les hype trains de cette semaine. Il y en a eu 2 gros quand même, parce que Red Dead Redemption ça a agité pas mal la communauté, et Sombra aussi. Donc voilà, il y en a bien entendu d'autres, et il y a des anti-hype trains, si on peut dire, que je reviendrai sur les news e-sport. Alors... on va passer à la chronique de Nathan, parce que Nathan, j'ai pas sa chronique. On n'a pas la chronique de Nathan. Donc voilà. Et du coup, ce que je vous ai fait, je vous propose une petite interlude musicale à base de Red Dead Redemption. Je suis allé chercher la BO du premier, et je vous en ai tiré la musique qui a reçu, entre autres, la meilleure musique de jeu en 2010. Quel homme qui sauve cette émission. On peut l'applaudir. Je m'applaudis tout seul, tu peux t'applaudir. Moi, je t'applaudis pas, moi. Enfoiré. Du coup, on écoute ça, puis je reviendrai après pour les news e-sport qui seront plus rapides, mais avec 2-3 sujets assez importants.
En tout cas, une super musique de RDR, donc qui a été nominée par les Video Games Awards, je crois. Qui a gagné des prix aussi, du coup, pas seulement nominée, elle a gagné. Non, elle a gagné le meilleure musique de jeux vidéo, meilleur BO de l'année. En tout cas, c'est super nice. Et on va tranquille, elle est bien, elle est peinard. Enchaîner sur ces news e-sport de la tristesse, je pense. Alors, news e-sport de la tristesse, non, il y a des grandes nouvelles qui rendent triste, mais qui vont quand même. On va commencer par les nouvelles un peu usuelles, si ça vous va. Puis après, il y aura 2 grosses nouvelles. Alors, en nouvelles usuelles, on va pouvoir parler par exemple de League of Legends. Les quarts de finale se sont passés. Du coup, on va retrouver en demi les équipes de Rockstiger SKT, donc dans la première victoire. La première partie, donc les 2 équipes chinoises se sont inclinées lâches devant les équipes coréennes. Et c'est Rockstiger et SKT qui s'affrontent en demi. Certains disent la finale avant l'heure, c'était déjà la finale. Ce n'était pas du tout la finale de la Ligue coréenne, puisque c'était KT Rockstiger. Mais certains, vraiment vu le niveau des 2 équipes, disent que c'est vraiment la finale avant l'heure. De l'autre côté de l'arbre, on a Samsung face à H2K. H2K qui a réussi à se défaire des petits wildcards à NX dans 3 games cinglantes. Ils ont vraiment détruit l'équipe en face. Alors, 3 games de 20 minutes, non, c'est ça? Ouais, tu as été surpris parce que la game a commencé 2 heures plus tard. Je lui dis, bah ça y est, c'est fini. Ça a été vraiment très one-sided. Et du coup, Samsung qui affronte H2K. H2K qui n'a jamais été aussi fort. Est-ce qu'ils seront assez forts pour battre Samsung et arriver en finale? Ce sera la première équipe européenne arrivée en finale dans un tournoi Riot depuis très longtemps, depuis la saison 1 en fait. Ça serait un exploit pour cette structure qui n'envisageait pas grand chose en arrivant à ces Worlds. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de Trackmania juste parce que là il y a eu la Nation Cup qui s'est déroulée et que ce sont les Français qui ont gagné contre les Pays-Bas. Donc voilà, un petit peu de chauvinisme, ça nous fait pas du mal. Call of Duty maintenant, parce que donc Activision a désormais une ligue, donc les COD World League, donc Call of Duty World League. Donc ça s'est passé pour la première année en 2016. L'édition a été très bien accueillie, surtout en Europe, où ça manquait de tournois. Du coup, une ligue professionnelle a permis vraiment de relancer un petit peu l'idée. Et du coup, l'année prochaine, on se demande si ce sera sur le nouvel opus. Et par contre, de nombreuses rumeurs supposeraient que ce serait sur Modern Warfare Remastered. Ce qui serait pas forcément une mauvaise idée. Cette année. Et ce qui réenthousiasmerait peut-être beaucoup de joueurs de Call of Duty de la première heure, comme nous deux. Enfin, avec Anusen, voilà. On arrive maintenant sur League of Legends avec une première nouvelle un peu triste. Yellowstar arrête sa carrière professionnelle. Yellowstar, donc actuellement ancien support des Fnatic, joueur historique français, qui est là depuis la première saison. Il a toujours été là sur le League Competitive Export. Il a commencé à jouer avec 1-1-1. C'est ça, en tant qu'AD Carry, qui a fait gagner la première saison. Il a fini 2ème, du coup, derrière les Fnatic, qui l'ont ensuite embauché, où il a fini support quelques années plus tard. Il a mené en 2015, les Fnatic, donc qui étaient la meilleure équipe européenne, probablement tout temps confondu, sauf si H2K les font mentir. Yellowstar, vraiment un joueur de légende, un joueur qui a été acclamé par de nombreuses personnes, qui a été acclamé entre autres par beaucoup de Coréens, qualifié même comme le meilleur support du monde l'année dernière. Bref, un joueur qu'on a tous aimé en France, ou presque, et qui se retire du côté professionnel, joueur en tout cas, mais qui ne part pas tout à fait de l'e-sport, puisqu'il a été recruté par le PSG. Le PSG qui avait annoncé qu'il s'investissait dans l'e-sport et qui l'a recruté comme manager e-sport. Sachant qu'une équipe League of Legends PSG arrive très probablement l'année prochaine, ça ne laisse présager que du beau pour cette équipe, parce qu'avec Yellowstar aux commandes, et on sait le talent qu'a ce joueur pour trouver des joueurs incroyables, ça n'annonce que du bon. Ça peut être drôle. Donc voilà, nouvelle triste mais en demi-teinte. Maintenant on arrive sur la vraie nouvelle triste sur StarCraft 2. Tirage de rideau pour la Pro League. Alors la Pro League, qu'est-ce que c'était? C'est la compétition par équipe historique de la KESPA. Probablement la compétition la plus importante de StarCraft 2 en Corée. C'est aussi la compétition qui permettait aux équipes de se rémunérer. Et la Pro League se termine faute d'audience, faute de support, faute de moyens. La Pro League n'aura pas lieu l'année prochaine. Et en même temps que la Pro League, c'est l'SKT, KT, Samsung, Shinji Entus et MVP qui annoncent leur disband. Donc ça fait énormément de joueurs sur le banc. Des noms de légende. Il faut savoir qu'MVP par exemple a été créé par l'un des joueurs probablement les plus connus bref, c'est vraiment que des gros joueurs qui se finissent sans équipe, qui vont probablement devoir prendre leur retraite de joueurs professionnels par obligation. Certains annoncent la fin de la ligue coréenne complètement. StarCraft 2 en Corée serait sur le point de mourir. Les dernières équipes à maintenir un roster StarCraft 2 seront Africa Freaks et Junior Green Wings, qui sont deux équipes
relativement nouvellement arrivés. En tout cas, aucune n'est une équipe de l'aura d'MVP ou de KT Roadster. Un gros coup dur pour StarCraft 2 en Corée. Certains vraiment annoncent la fin de StarCraft 2 un gros coup dur Corée. pour StarCraft 2 tout court en soi. Et du coup pour StarCraft 2 en soi, sachant que de nombreux doutes sont émis sur la poursuite de l'e-sport de StarCraft 2, sachant que la Corée a toujours été moteur sur ce domaine-là, a toujours apporté les meilleurs joueurs. Certains ont beaucoup reproché à Blizzard des choses comme le Region Lock, qui faisait que les joueurs coréens ne pouvaient pas forcément s'exiler à l'extérieur pour trouver de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Bref, StarCraft 2 en Corée, c'est probablement une histoire qui est en train de se terminer. C'est une page qui va être très difficile à tourner dans l'imaginaire coréen, parce qu'il faut savoir que Brood War a été par exemple un très très gros moteur de l'e-sport pendant très longtemps en Corée. C'est eux qui ont lancé c'est ça. Donc StarCraft 2 qui arrête la Pro League, enfin la Kespa qui arrête la Pro League, c'est vraiment une page qui se tourne dans l'e-sport. Et pas de la page qui nous fait plaisir. C'est vraiment genre une histoire entière qui s'en va, qui laisse la place à d'autres jeux comme League of Legends, comme Overwatch, comme Dota 2, comme plein d'autres choses, comme peut-être Warcraft 4 qui a commencé à être teasé par Blizzard, en tout cas par être envisagé il paraît. Mais vraiment, c'est une page qui est difficile et comme dirait Nusson, j'ai un peu pleuré. C'est pas facile. Ouais, ça titille. C'est pas facile surtout pour ceux qui ont regardé les StarCraft 2 de la première heure. C'est vraiment une page qui se tourne. Donc voilà, fin des news e-sport. Je termine sur une note bien triste, hélas. Mais l'e-sport continue et l'e-sport sera toujours là, malgré le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup cette semaine. Voilà. Et en tout cas, c'est bien triste en même temps. Est-ce que ça ne laisse pas place justement à d'autres jeux, à d'autres, et ça ne montre pas du coup une évolution certaine de l'e-sport qui commence à être vraiment beaucoup plus respectée dans les milieux autant professionnels que dans nos mœurs. On peut le voir avec le PSG qui achète son équipe League of Legends récemment et qui donne quand même les commandes à Yellow Star, donc c'est-à-dire qu'ils se sont un minimum renseignés et ils l'ont pas filé au premier bouseux du coin. Bon, après te renseigner sur Yellow c'est quand même pas très long hein. Ouais, mais ils genre auraient pu donner joueur français League of Legends célèbre Hunter, te voyais marqué Yellow Star hein. C'est après ils auraient pu le donner à un mec qui est un vrai manager qui a fait des études de managing, oui. tout ça, tu vois. Tu vois, ils se sont quand même intéressés à la scène. Ils se sont quand même intéressés à la scène parce qu'il y en a qui ont fait ça. Hein. On va pas se mentir. Chaque Newfort qui a juste acheté une équipe sans vraiment chercher dessus et qui se sont lamentablement. Pareil, la team Sirens, je pense au NA qui était une team full fee où vous voulez juste faire du chiffre et c'est un mec au pif qui a lancé son petit billet quoi. Comme EDG, hein. EDG clairement c'est des gars c'est des gars. Après il a recruté les personnes qu'il fallait chez EDG quand même. Hein. Oui, EDG, ils ont recruté les personnes qu'il fallait, mais peut-être pas dans le managing, justement. Dans le managing, ça m'étonnerait que ce soit un ancien joueur de League of Legends. À voir. Mais après, il y a des coachs qui restent derrière et qui ne sont pas forcément connus en tant que joueurs, mais qui restent quand même très influents en tant que coach. Et je crois me rappeler que le coach EDG est quand même pas dégueu. Hein. Non, le coach, oui, je parle du managing, c'est tout à fait différent. En général, l'un s'appuie légèrement sur l'autre de temps en temps. C'est ça. Choix. En tout cas, là, on passe en libre talk. Parce que du coup, c'est ça. Tu n'as toujours pas ta chronique. Toujours pas de chronique. On réfléchit un peu encore ce qu'on va faire. Et du coup, moi, je vous propose de jeux auxquels on a pu jouer en ce moment. On peut discuter de nos passions actuelles. Et je pense qu'avec Loïc, on a un jeu qui peut vous plaire, qui est assez sympa, qui est actuellement en bêta ouverte. Donc tu as parlé la semaine dernière, je crois. Que j'ai pas la semaine dernière. Tu avais annoncé la sortie, J'avais annoncé la sortie du jeu. Et donc c'est bien The Elder Scrolls Legends. Qui a un nom horrible à prononcer parce que tu te trompes toujours. Je trouve. C'est soit tu as le Legends à la fin et tu finis par dire genre Infinite Legends ou un truc comme ça et tu pars sur les jeux du style Endless Legend, tu vois. Ouais. Et du coup tu te plantes, soit tu dis The Elder Scrolls et en fait tu te plantes. Bah c'est The Elder Scrolls Legend. Oui, mais c'est trop long et je me plante à chaque fois. Bon, TES Legend, qui est un jeu de cartes, très inspiré d'Hearthstone, très inspiré de Magic, très inspiré de beaucoup de choses. Ouais, très inspiré. C'est plus gentil dit comme ça, mais en vrai c'est très inspiré de Hearthstone quand même en point de vue du format économique, puisqu'il est sensiblement le même. C'est pas sensiblement le même, c'est le même. Voilà. Vous changez peut-être un ou deux trucs, de petites innovations intéressantes, comme par exemple le fait que on vous donne des cartes au début. Comme tout le monde, et on vous donne des cartes puissantes, mais en fait, il faut les level up au fur et à mesure de vos niveaux pour accéder à la vraie version. Comme ça permet de, par exemple, donner un légendaire dans chaque jeu, mais le légendaire est quand même un petit peu en dessous d'un vrai légendaire. Le niveau est un peu moindre, et ça permet de le level up au fur et à mesure du jeu.
Ouais, puis c'est vrai que c'est intéressant comme mécanique. Après, sur le reste, le paquet de cartes coûte 100 balles, l'entrée de l'arène, il coûte 150. Exactement pareil. Ouais. C'est exactement. Il y a l'arène solo. Oui, il y a une arène contre IA qui est sympa, qui du coup a moins de reward, mais qui est plutôt sympa. Je vais peut-être en faire l'autre jour. Ça permet très bien de s'entraîner à l'arène surtout, en dépensant un peu moins de thunes. Et ça, c'est cool. On peut noter un mode histoire qui est vachement sympa, mine de rien. J'ai trouvé, c'est un espèce de gros tutoriel, mais pas invasif. C'est pas genre le tutoriel qui dit allez joue cette carte là, en marquant au gros, tu sais, hey, joue cette carte là. En fait, au fur et à mesure de chaque duel, on va te présenter en général une mécanique supplémentaire, mais sans forcément te l'obliger ou etc. Tu vois, c'est souvent une mécanique qui peut aider à ce moment-là, mais qui permet surtout de la présenter soit chez l'adversaire, soit chez toi. C'est intéressant comme avec concept. je l'ai pas écouté mais il y a clairement une grosse histoire derrière. J'ai pas écouté non plus. Personne, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont, mais il y a eu l'effort d'histoire, il y a même des choix à faire qui te donnent une carte différente en fonction de tes choix. Par exemple, j'y pense, à un moment t'as un loup, le loup tu peux décider de le buter ou de le garder pour toi, et si tu le gardes, ça donne la carte d'un jeune loup qui est en 0+2 je crois. Ouais, qui est un peu compliqué à expliquer. Qui est une carte qui gagne des points ouais. Personne en face. Et ou sinon tu peux avoir, si tu l'exiles et que tu le laisses dans la merde, t'as la carte exilée qui te permet de renvoyer un monstre dans la main de son propriétaire. Donc c'est des choix comme ça, et c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, je suis en train de me dire, parce qu'il y en a 3 ou 4 au fur et à mesure. Après, il n'y a que 3 chapitres actuellement. Oui, mais on aurait pu imaginer un choix à chaque fois, en fait. Mais en tout cas, l'histoire est sympa, et surtout, vraiment, c'est un vrai tutoriel, parce que l'histoire est un tutoriel, clairement, quand vous jouez, mais que j'ai trouvé pas si long que ça, mais suffisamment pour que vraiment t'aies toutes les mécaniques arrivées une fois dans le jeu. Et une fois avec tous les decks disponibles, qui en plus a tendance à te présenter de nouveaux decks, parce qu'en fait, ils te donnent des nouveaux decks au fur et à mesure, en fonction des personnages qui te rejoignent, et t'as envie de les essayer. Et du coup, tu apprends à les utiliser petit à petit, etc., à trouver ton style de jeu aussi, parce qu'il y a plusieurs styles à présenter. Donc voilà. On peut parler un peu des mécaniques de jeu, ça se joue pas forcément comme Hearthstone, c'est pas loin en tout cas ça joue sur 2 terrains, ce qui est déjà différent d'Hearthstone, c'est-à-dire que les monstres qui sont invoqués sur un terrain ne peuvent pas interagir sur le terrain 2. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a le terrain 1, il y a le terrain 2. Si tu poses dans le terrain 1, ceux du terrain 1 peuvent pas attaquer le terrain 2. Voilà. C'est ça, en gros. Sachant que votre personnage est sur les 2 terrains, forcément. Il peut se faire attaquer dans tous les cas. Donc voilà, donc on peut noter ça en différent. Les 2 terrains sont pas terrain 1 et terrain 2. En vrai, c'est plutôt les terrains lumière et terrain ombre. En règle générale, en tout cas, pour les matchs joueur contre joueur, contre l'IA, il y a des petites modifications qui sont faites régulièrement. Et en fait, du côté lumière, du tirage jour, quand vous postez une créature, elle est là dès le début, elle est visible, etc. Du côté ombre, la créature n'est pas attaquable pendant un tour. Elle est ciblable. Pas attaquable, c'est ça. C'est ça la différence. Elle est ciblable, mais elle n'est pas attaquable. Ce qui fait que ça permet, par exemple, de pouvoir gagner du tempo. Pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de cartes, si vous mettez une créature qui en fait ne peut pas se faire trade pendant ce tour-là, et vous pourrez trade en contre au tour suivant. Et ça crée des mécaniques intéressantes. Ça crée des mécaniques intéressantes, surtout au niveau, au final, là où ça peut pas jouer, il y a un deck spécial agilité, je crois. C'est ce deck qui joue sur le positionnement et de jouer sur ces 2 terrains-là. Du coup, de cacher des monstres sur ce terrain-là et ensuite de le redéplacer, de redéplacer des mobs et tout. Ça crée une dynamique assez cool, je trouve. Et ça crée aussi des choix qu'il n'y a pas sur Hearthstone, par exemple, et des choix très tendus entre est-ce que je joue à gauche ou est-ce que je joue à droite. Et vraiment, en fait, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des matchs où mon adversaire joue à droite, mais moi j'ai rien pour répondre. Du coup, je suis obligé de jouer à gauche pour éviter de me faire détruire gratuitement. Et en fait, où il y a l'accélération de chaque côté du plateau, avec rien en face, qui fait que les points de vie descendent très vite. Et de chaque côté, vraiment, les monstres sont de plus en plus forts. Et ça crée des situations qui peuvent devenir très très tendues très vite, avec des choix très durs à faire, en mode est-ce que je joue à droite pour essayer de tenir un tour de plus, ou que je joue à gauche, et s'il m'achève, j'ai perdu, mais je peux peut-être le finir derrière, etc. Et des choix intéressants. En tout cas, ouais, il y a ça, et il y a l'espèce de anti-snowball, entre guillemets, le mécanique de comeback qu'ils ont installé. Pas vraiment comeback, pas vraiment snowball. En tout cas, le mécanique des runes qui a été installé de la part c'est qui dit c'est Bethesda qui développe et qui tout ça, en tout cas Bethesda qui ont mis, c'est la mécanique des runes, et du coup tous les 5 PV, si je me trompe pas, ou tous les 3, je ne sais plus. Tous les 5 PV. Tous les 5 PV. Exactement, c'est sur le 25, le 20, le 15, le 10 et le 5. Exactement. Si vous prenez tous les 5 PV, vous avez le droit de piocher une carte
sauf si c'est des PV régénérés. Donc c'est-à-dire que imaginons que la personne a un mob vous avez 30 PV, la personne a un mob de 5 PV, elle vous met le hit et vous piochez une carte. Derrière, si elle vous met un autre coup, elle vous piochez une carte, si vous entre-temps vous healez 10 points de vie, elle vous retape, vous ne repiochez pas de carte. Les runes sont vraiment un stade de points de vie. C'est quand vous passez en dessous des 25, vous piochez une carte, quand vous passez en dessous des 20, vous piochez une carte, etc., etc. C'est ça. Et quand vous remontez, les runes ne réapparaissent pas. Elles sont brisées qu'une seule fois. Et ça permet du coup de piocher des cartes, dont une mécanique de carte qui s'appelle la prophétie. Donc c'est simple, si vous piochez une carte prophétie, qui peut être un monstre, qui peut être un sort, qui peut être une arme, qui sont par contre les armes pas sur le joueur, sauf une carte action, je crois. Non, aucune carte, je crois, n'est sur le joueur. Mais il y a la lame d'or. Oui, mais c'est pas vraiment une arme. Non, c'est une support. Donc une carte d'arme ou une carte de spell. Et ou une carte monstre, et si cette carte a le terme prophétie, elle coûtera un peu moins elle coûtera pareil elle vous coûtera rien à jouer en tout cas. Elle sera un peu moins puissante qu'une carte normale, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, en général. En général, elle est un peu plus puissante qu'une carte normale, mais par contre, elle vous coûte 0 si vous la piochez via ses runes, et vous pouvez la jouer directement, même si si ce n'est pas votre tour en tout cas. Non, même si c'est votre tour en fait. Oui. C'est au moment où vous perdez les points de vie pour descendre en dessous de ce valeur. C'est assez violent comme. Si vous piochez une carte prophétie, elle peut être jouée instantanément. C'est assez violent comme mécanique quand même. En fait, c'est un moyen de faire des secrets en fait, ou des pièges, si on peut dire, en mettant dans votre deck des cartes comme ça qui peuvent renverser la situation. Et on pense par exemple à invoquer un taunt sur des PV perdus qui permet complètement de déstabiliser l'adversaire, ou se heal, ou mettre des dégâts sur une créature, ou même ou sur un assassinate, ou mais carrément une destruction de créature. Donc voilà. Et ouais, en général, ces cartes sont un petit peu moins puissantes que leurs homologues sans prophétie, puisque vous payez le terme prophétie, si on peut le dire. Par exemple, alors les termes de valeur de puissance, c'est exactement la même que Hearthstone, qui était plus ou moins la même que Magic, si je me rappelle bien. C'est-à-dire que pour 3, vous avez une 3-4 maximum. C'est le meilleur stat que vous pouvez avoir. Ouais, encore Magic, ça a bien changé. Magic a changé, mais après... mais dans l'idée, oui, c'est à peu près ça. En termes de pur. Sans effet, sans rien, en sur, vous avez 3-4 ou 4-3 maximum. C'est ce qu'on appelle dans Magic le bear, le 2-2 pour 2. Voilà. C'est un petit peu ça aussi. Et du coup, par exemple, donc c'est 3-4, c'est 7 points au total au maximum. Et bah, pour en prophétie, vous en aurez que 6 par exemple. Vous aurez une 3-3. Ou des choses comme ça. Bref. En tout cas, c'est une super mécanique qui est très sympa, qui renverse beaucoup de parties, qui est un peu frustrante sur les bords quand vous pouvez achever votre adversaire et que bah, du coup, la prophétie sort et vraiment, il a pas joué précisément sa prophétie quoi. Il a juste prié comme j'ai prié plusieurs fois pour que ça passe et c'est passé, tu vois. Vraiment t'es comme ça, tu fais s'il te plaît prophétie, je sais que j'ai cette carte là, est-ce qu'elle peut sortir maintenant s'il te plaît. Après ça reste de la RNG comme on a pu voir dans Hearthstone, comme on peut voir dans comme tous les jeux de cartes, la pioche reste RNG. Non mais la mécanique simplement les decks qui sont basés autour d'une pioche, autour de la pioche, et c'est d'ailleurs pour ça que le peu que je jouais sur Hearthstone c'était toujours démoniste, parce que la pioche tu piochais beaucoup. Parce que la pioche c'est vraiment la mécanique essentielle de n'importe quel jeu de cartes. Mais là c'est plus t'as de cartes, plus t'es puissant. C'est vrai, donc du coup ce jeu a une mécanique légèrement anti-snowball, parce que quand tu perds des points de vie, par exemple contre un jeu rush, tu as tendance à perdre des points de vie et du coup à accumuler les cartes. Donc c'est légèrement anti-snowball. C'est contrebalancé par une autre plusieurs cartes, une autre mécanique, plusieurs cartes qui ont des effets si vous avez plus de points de vie que l'adversaire. C'est vrai qu'il fallait équilibrer un petit peu cette mécanique de se dire on donne des cartes pour les jeux contrôle quoi, c'est un peu gratuit. À voir si le jeu est encore bien équilibré, je ne sais pas. Les mécaniques, les cartes qui ont des effets quand vous avez plus de PV sont assez violentes. Je me suis renseigné un peu sur les hauts et lows du coup des decks, et apparemment c'est assez bien équilibré parce que actuellement il y a beaucoup d'expérimentation. C'est-à-dire que au niveau challenger entre guillemets de ce jeu-là, on peut voir des decks qui sortent de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cheese, il y a beaucoup de gens qui jouent des trucs vraiment très étranges et des fois qui marchent bien et des trucs qui marchent pas du tout. Mais ça teste des trucs et il n'y a pas de méta réel actuellement. Pas encore, le jeu pas encore une semaine. Hein. Le jeu est vraiment sorti depuis une semaine. Il y a c'est la bêta, enfin je veux dire la très majorité des joueurs ont 2 légendaires. Après il y a eu la bêta fermée avant. Oui, mais elle a pas été reset depuis. Alors c'est possible, mais les gens qui ont fait la bêta fermée, qui l'ont bien, ceux qui ont bien dosé le jeu, je pense qu'ils savent. Les cartes ont pu être équilibrées, je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas beaucoup de méta, que les gens, en tout cas, j'avais lu un témoignage d'un mec qui était plus OE, qui disait que c'était bien. Pour l'instant, que c'était l'équipage était assez cool et qu'il y avait pas de gros decks qui sortaient pour l'instant. Donc, j'aime bien quand il y a pas de méta. Après,
on peut voir chez les noobs, dont moi, qu'il y a quand même une grosse, et ça, il y a des gens qui en parlent sur le forum, c'est que il y a pas mal de gens qui aiment bien jouer en endurance, enfin le deck impérial. Oui. Donc c'est le deck, je sais pas c'est quoi. Alors le c'est Hearthstone. un deck token buff. En Ouais. gros. Tu Si spams je les pourrais- tokens et tu les Ouais, buffs, quoi. c'est beaucoup d'invocations gratos et de buffs un peu gratos aussi. Donc qui est un peu facile à jouer, mais qui a ses limites aussi, parce qu'il y a vraiment une carte, quand j'ai pu jouer sur Loïc, contre Loïc, qui m'a fait rager, c'est le pyromancien, Alors il y a qui pire, m'a fait en vrai, craquer. contre ce Il y a jeu, pire, ce deck, il y a hein. pire que ça, mais Il y a une. Alors. il y a ouais. l'entrave, il y a le truc qui fait Non, que ça silence et que ça fait un damage Ouais, derrière. ça c'est fort. Ça, c'est et horrible. le pire, c'est la carte qui peut silence ou détruire un support. Oui. Parce qu'en fait, donc le jeu reprend des mécaniques de Hearthstone sur pas mal de points, mais aussi des mécaniques d'autres jeux comme par exemple Duel of Champions ou même tout simplement Magic. Duel of Champions était très inspiré de Magic de toute façon, avec par exemple les cartes support, qui sont des cartes qui, une fois qu'elles sont actives, restent sur le jeu et ont des effets pour toute la partie. Par exemple, une carte support qui donne +1/+1 à toutes tes créatures tout On le a temps. d'autres craqués, genre qui donnent. Ouais, c'est l'équivalent des enchantements dans Magic. T'en as c'est d'autres ça. craqués, genre la pierre de Mundus qui te donne un mot aléatoire Et à des chaque tes enchantements sur mobs. toi-même, pas les enchantements de créatures. Là, D'accord. c'est sur tes C'est mobs. vraiment genre une carte comme une carte terrain. Oui, ou oui, non, une mais carte c'est. à effet Alors, constant. dans Magic, il y a plein Mm. d'enchantements. Il y a Oui. les enchantements qui affectent, on va Ouais, dire, tout le board. Tout le board, c'est ça. T'as les enchantements créatures qui affectent une créature et bon, il y en a pas beaucoup plus. Enfin, il y a des trucs Ouais, qui s'appellent aura. Et après, il y a enfin, des trucs super compliqués parce que c'est Magic, mais Ouais. c'est un jeu qui est vieux et qui a beaucoup, bah, beaucoup de Magic, mécaniques. c'est maintenant. simple, ça a 22 ans, si je dis pas de Mm. bêtises. Bientôt 23. Mais voilà, il y a aussi des artefacts, si on peut dire. Et par exemple, le jeu, ce qui est très fort contre token buff, vu que les tokens et les buffs sont en général invoqués par des cartes support, il y a une carte qui permet de soit silence une carte, donc tu vires tous les buffs sur une carte et peinard, soit de détruire un support. Donc clairement, c'est la carte qui fait trop mal au jeu. Mais il faut l'avoir. Et on l'a pas dans le deck de base. Mais voilà. Mais sinon, ouais, voilà. le jeu paraissait plutôt équilibré. En tout cas, il est plutôt sympa à jouer. Moi, je suis pas super fan des jeux de cartes, mais je me suis beaucoup amusé dessus. T'as certaines parties qui te font grincer les dents où tu finis à 3 PV et que t'arrives à remonter via le système où tu pioches, ou même que t'arrives à remonter en ayant assez tempo et t'arrives à récupérer la tempo, mais genre rien quoi, à un clean. Et c'est assez poignant, je trouve, comme jeu de cartes. C'est assez kiffant. Donc il y a 30 points de vie de base, ok. C'est des decks de combien de cartes? 50 cartes qui peuvent Ah, monter jusqu'à 70. 70. 70, ouais. Et 30 cartes en arène. Ok, d'accord. Et là-dessus, par exemple, se rapproche plus de Magic. Oui, parce que Magic, Bien c'est plus. des decks minimum de 60 cartes. C'est ça. Et 100 dans un autre format. C'est combien Et c'est Hearthstone aussi 30 en arène. Et c'est 30 tout le temps pour Hearthstone. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est beaucoup moins sur Hearthstone. Je pensais pas Ouais, que c'était autant, Hearthstone. ouais. Mais Hearthstone est un peu moins riche actuellement, je trouve, que Elder Scrolls Legend. Qui je trouve en fait a en gros repris le format Hearthstone qui fonctionne très bien, même avec le déplaçage de cartes, etc. sur le plateau, tout ça, ça ressemble vraiment beaucoup à Hearthstone en termes de visuel et de format économique, mais en termes de mécanique est bien plus inspiré de Duel of Champions d'une certaine façon, avec aussi différentes voies d'accès possibles, même si Duel of Champions avait vraiment une mécanique complètement différente d'ailleurs qui était super bien, et je suis toujours aussi dégoûté que ce jeu soit mort, mais c'est pas grave, Yves, si tu m'entends. Nous serons dégoûtés à vie que ce jeu soit mort, on l'avait tellement poncé. Donc voilà. On peut noter pour l'instant, d'après ce que j'ai regardé, une petite manque du côté contrôle. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup moyen de jouer contrôle dans c'est le jeu dommage. pour l'instant. C'est C'est soit on joue à gros, soit mid. J'ai plutôt l'impression. Mid late un petit peu avec des gros tons, quoi, mais des vrais jeux contrôle. Qui sont un peu frustrants, c'est vrai, pour l'adversaire, Genre, où tu pourris toute sa partie, tu vois. du genre un jeu que j'apprécie beaucoup dans Magic qui s'appelle Stas, qui consiste à bloquer la mécanique de génération de mana. Voilà, Et par exemple. elle est même plus violente que ça parce qu'elle bloque vraiment tout le board dans l'idée. Mais voilà, On l'idée peut c'est penser, surtout de bloquer le mana et les créatures attaquantes. À tout ce qui peut être deck meul, deck combo, des choses comme ça. Il y en a Ouais. pas trop. Enfin, C'est dommage. d'après ce que je Quelques vois. decks combo. Alors des decks mid combo en fait, Ouais. à base d'armes en général, parce que donc en gros on a des armes qui correspondraient à des enchantements sur Magic, qui sont des buffs de créatures tout simplement, et qui sont parfois assez violents. Il y a quelques très très bonnes armes, genre il y a une arme qui donne +1/+3 et garde, donc qui est taunt, compte pour 2, donc ce qui est plutôt pas mal pour une créature. Oui, c'est un bon échange. Donc voilà, et qui permettent quelques combos, puisqu'on a d'autres cartes qui rentrent en synergie. Tu peux bouffer. Genre j'avais fait un jeu où vraiment elle avait tendance à buffer une créature à 18 points de dégâts et à one shot. Sachant qu'en plus, si vous mettez 18 points de dégâts et que vous le faites tomber à 0 et qu'il y a des runes au milieu, et ben il piège pas. Ouais. Les prophéties ne C'est- s'activent pas. Si vous êtes à 0, vous êtes mort. Ok. Donc voilà,
En tout cas, ouais, un jeu sympa. Un jeu à tester actuellement qui est gratos, donc. Et les jeux de cartes qui qui sera gratos, reviennent je un pense, petit hein. peu, mine de Qui reviennent rien. un peu, Parce ouais, qu'il y a parce le jeu qu'il y de a cartes de Gwent. Witcher aussi, ouais, le Gwent. Oui, le Gwen. Je sais plus qu'est-ce qui est. Mais il y a d'autres jeux de cartes. Il y a Duelist qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça et qui est vachement bien. Qui mixe un jeu de cartes et une partie plateau. Qui est très intéressant, que j'avais joué, qui était vraiment cool. Après, j'avais pas forcément grande personne avec qui jouer et puis il était très 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 tactique. Puisque vu que tu combinais à la fois la tactique d'un jeu de cartes et la tactique d'un positionnement d'un tour par tour en plateau, tu te prenais parfois bien la tête. Et t'avais tendance à faire des grosses erreurs, alors que tu étais bon au jeu et tu faisais quand même des erreurs. Donc un jeu qui était peut-être un peu trop difficile pour moi, si on peut dire, mais qui était super intéressant. Et c'est vrai qu'avec Hearthstone avait un peu tué la hype autour des jeux de cartes, je trouve, en mettant tout le monde d'accord, puisque c'était le jeu le plus casual et sur lequel tout le monde allait au final. Ouais. C'est le plus simple. Après, moi là où j'avais du mal et moi je suis un mec chiant parce que j'adore les univers des jeux et tout, et choisir entre l'univers de Warcraft qui peut faire tiquer certains parce que Warcraft pour eux c'est le boss des univers mais qui m'a jamais inspiré moi et quand je dois choisir entre Elder Scrolls et Warcraft, l'idée c'est simple. Je sais pas si t'aurais pas Scrolls, apprécié l'univers de Might of Magic. J'ai joué à Might of Magic. Voilà, c'était l'univers sur lequel était basé Duel of Champions. Ah oui, Ouais. ok, j'achète quoi. Et oui, Duel Parce of que Champions. Heroes of Might and Magic quoi. Ouais, c'était bien. Franchement, s'il y en a qui ont joué à Duel of Champions dans les auditeurs, mais c'était le jeu de cartes vraiment. C'était pour moi le jeu de cartes qui a poussé plus loin ce qui était possible. Enfin, ce qui était possible à faire en tant que jeu de cartes actuellement sur Internet. Il y a bien plus fort à faire qu'on voit déjà des prémices dans Hearthstone et dans TES Legend. Et dans TES Legend. Par exemple, il y a beaucoup de cartes dans TES Legend qui ont un effet si votre première carte est d'un certain type. Par exemple, si elle est type fort. C'est de la RNG. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la RNG qui vous donne aussi des informations. Parce qu'en fait, c'est pas comme les jeux en physique où en général on regarde la première carte et si elle est pas bonne, on mélange. Là, le jeu te dit si ta première carte est par exemple force ou agilité, etc. En tout cas, force ou pas force, sans l'enlever de dessus. Ce qui fait que tu sais de quel type est ta première carte. Tu sais pas c'est laquelle. Tu sais pas c'est laquelle, C'est intéressant. mais tu sais de quel type c'est. Et ça c'est un truc qui est possible que en jeu PC. Et c'est Ouais, possible ouais. qu'en jeu numérique. Voilà, on peut penser aussi à la création de cartes virtuelles, des choses comme ça qui sont aussi présentes qu'on avait déjà dans Hearthstone. Moi j'attends de voir la Charazade version. Charazade, c'est quoi déjà ça? Alors c'est une carte Magic qui est bannie de tous les formats parce qu'elle se base sur l'effet de mise qui n'est plus appliqué oui. dans Magic. Et en gros, tu joues une partie dans la partie. Ah oui. Et celui qui ressort perdant de cette partie, retombe à 10 HP, qui est la moitié donc des points de vie total que tu as au début d'une partie dans Magic. Et du coup, il y avait une deuxième mise avec. Et l'idée, c'est que tu faisais une partie dans la partie avant de reprendre la. Voilà. Ça allonge ton jeu de genre 20 minutes facile en fait. Ah, plus que ça. Parce que du coup, tu ressors un deck ou tu joues avec les mêmes decks. Non, tu joues avec le même. En fait, je crois que tu coupes ta bibliothèque en deux. Donc la bibliothèque, c'est le deck, et tu refais une partie avec ça. C'est craqué. Ah oui, non, mais c'était vraiment C'est trop débile. drôle. Et Mais, du coup, ça peut être très drôle et beaucoup plus simple à mettre en place dans une. Oui, dans un Voilà. univers virtuel. Après, ça rallongerait les parties aussi. Il y a d'autres choses aussi qui, en point négatif sur Elder Scrolls Legend, c'est les types que vous pouvez jouer comme deck. En fait, on a toujours une obligation de limiter les cartes que vous pouvez jouer, de pas pouvoir piocher dans toutes les cartes en même temps. Sur Magic, la limitation est les terrains, parce que vous êtes obligé de jouer les terrains en rapport avec la couleur de vos cartes. Et du coup, c'était limité par le nombre de terrains que vous pouvez avoir, tout simplement. Vous pouvez pas jouer toutes les couleurs, sauf avoir des terrains de multicouleurs super compliqués, etc. C'était très compliqué de mettre en place des jeux Voilà. multicolores. Maintenant, Enfin, ça l'est moins, mais à 5 couleurs. En général, on joue à 2 communément sur Magic. Certains decks arrivaient à tourner à 3. Maintenant, On c'est joue plus beaucoup à- 2-3. En effet, ça On reste tourne 2-3. 2-3 et on est rarement sur un monocouleur. Sauf dans des decks très particuliers. Hearthstone, la limitation était le héros qui limitait les cartes de classe en fait, et après une bonne partie étaient des cartes qui étaient accessibles à tout le monde. Sur Duel of Champions, on avait les héros qui pouvaient maîtriser un certain nombre d'éléments. Là, actuellement, sur The Elder Scrolls Legend, en gros, au début de création de votre deck, vous choisissez 2 éléments, en gros, ou 2 types plutôt, et c'est les 2 types avec qui vous jouez. Il y Et a vous les pouvez neutres, hein. pas essayer de créer. Il y a les deux. Il y a des cartes neutres, mais vous pouvez pas essayer d'essayer de créer des jeux à 3 types. Et vous pouvez pas jouer. Enfin, vous pouvez créer des jeux à 1 type, mais c'est pas très intéressant en général. Ah, j'ai vu les decks, un type. qui étaient Ouais, pas mal. mais en Mais général. tu c'est fais une du petite carte. cheese, hein. Ouais, du c'est cheese. du cheese, et puis t'as une ou deux petites cartes qui traînent au cas où, tu vois. Mais, et c'est vrai que, genre, empêcher les possibilités de multicolores au-delà de 2, ça enlève certains combos qui pourraient être intéressants. Et là-dessus, j'aimais par exemple beaucoup le système de DOC où chaque personnage avait chaque héros avait des nombres de cartes de couleurs qu'il pouvait utiliser. Donc voilà, c'était peut-être le petit point négatif qui bride un peu la créativité sur certains points.
Ouais, parce qu'autant Magic, tu peux toujours jouer un pentacolor, je vais y arriver. Mais c'est juste compliqué à mettre en place. Mais en soi, rien ne t'empêchait de le faire. Ouais. C'est juste un peu nul aussi, je pense. Pas forcément. Faut juste arriver à trouver les bonnes cartes qui. Non, on qui pense se combinent au deck Sylvoid, qui était pentacolore en général. Qui était un deck où chaque créature se buffait entre elles. Parce qu'en gros, chaque créature avait un effet qui marchait sur toutes les créatures partageant donc le type Sylvoid, entre autres. Et du coup, en gros, c'était un jeu qui invoquait plein de créatures différentes. Et au début, t'invoquais des 1-1, et à la fin, chaque fois que tu posais une créature, c'était genre une 12-12 avec 20 000 capacités. C'était très drôle à jouer. Mais, et voilà, et c'était très drôle en deck Sylvoid contre Sylvoid. Parce que les effets marchaient avec tes adversaires aussi. Du coup, t'avais deux créatures, t'avais deux decks qui montaient comme des fous et qui devenaient des trucs. Et à côté de ça, en monocolore, moi je joue un deck totalement contrôle. Enfin, c'est mon gros deck en ce moment. Un bon vieux deck qui fonctionne que dans les plus vieux formats à cause des cartes qu'il contient. Et c'est un deck purement contrôle, monocolore. Bleu. Oui, bleu. Parce que voilà. Bleu, c'est la couleur du contrôle, en général. Ouais. Et qui pourtant, il tourne bien. J'ai fait péter des câbles encore là tout à l'heure à des gens parce que, comme je disais, c'est un deck qui est axé sur parce qu'en fait, bon, pour expliquer vite fait, dans la mécanique de Magic consiste à engager les cartes. Donc elle est tournée de 90 degrés. Quand elles sont engagées, on peut plus faire autre chose avec, en gros. Voilà, c'est l'idée. Et en gros, la carte essentielle autour duquel plutôt tourne mon jeu est une carte qui empêche de dégager. Et tout du coup, simplement. vous pouvez pas jouer. Parce Voilà. que vos cartes sont engagées. Et voilà, vous êtes foutus. Au revoir. Ça sert à quoi d'engager une carte en fait? Dès que tu veux l'utiliser, enfin, pour les terrains, t'es obligé de le faire, et pour pas mal de cartes, tu dois les engager pour les utiliser. Par exemple, pour attaquer, tu dois engager. Petit cours Magic. Alors, il y a des terrains donc qui servent à générer du mana. Qui servent à jouer les cartes. Voilà. Donc en gros, vous posez une carte, vous avez le droit de poser une carte terrain par tour, sauf effet de cartes, voilà. Il y a toujours des exceptions dans tous les jeux de cartes. Ouais. En gros, pour générer un mana, vous engagez un terrain. Donc vous le tournez de 90 degrés. Et donc une fois que vous avez un mana, vous pouvez jouer des cartes dont le coût est de ce mana, ou enfin voilà, genre vous pouvez engager plusieurs terrains, c'est quand Ouais, c'est le principe. Voilà. Et il y a guère que il y a les créatures, donc où tu es obligé d'engager ta créature pour attaquer. Sauf voilà, quand Sauf exception, comme d'habitude. Et il y a certaines cartes, notamment certains artefacts, nous c'est juste un type de carte, les artefacts, vous n'embrouillez pas, qui nécessitent d'engager la carte. Ça peut être n'importe quoi, parce qu'il y a des enchantements qui font ça, il y a tout. C'est rare les enchantements. En général, voilà, quand on doit c'est utiliser plutôt une carte, quand on veut, quand Magic veut te faire utiliser une carte, mais qu'une seule fois par tour, elle te la fait engager. Parce qu'en gros, dégager une carte se fait en début du tour. Donc voilà, sauf exception, comme dans tous les jeux de cartes. Faut bien voir qu'il y a la règle et il y a l'exception dans tous les jeux de cartes. C'est pareil quand je vous dis que sur Elder Scrolls Legend, vous pouvez attaquer le héros quand vous voulez, sauf exception. S'il y a une carte avec le taunt. Ou comme ils appellent la garde, je crois en français. La garde, ouais. D'ailleurs, j'aime moyen le système de garde. Alors, je suis pas forcément un grand fan. Après, ça va. Voilà. Étant joueur de Magic, en fait, tu choisis de bloquer les créatures attaquantes ou pas. Oui. Et ça, c'est une mécanique qui est assez puissante parce que c'est toi qui choisis lesquelles de tes créatures défendantes vont bloquer qui en fait. Je mettrais pour finir sur The Elder Scrolls Legend, c'est un très bon jeu. Je trouve ça vraiment cool. Il y a quelques autres limites aussi, qui est le fait, ce que tu disais tout à l'heure sur les agilités, qui sont les seules à pouvoir déplacer entre les deux colonnes. En fait, il y a pas mal de cartes, chaque type a un petit peu sa spécialité, et les autres types ne l'ont pas. En général, on peut par exemple penser à la volonté qui pose des tokens. Et je crois que les vers posent aussi des tokens. L'agilité en pose un petit peu aussi avec les araignées, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et sinon, c'est vraiment que la volonté qui fait les tokens. Ce qui fait que ça révèle un petit peu votre style de jeu rien qu'avec les éléments. Et surtout, ça vous limite un petit peu en termes de choix. Par exemple, vous voulez jouer des cartes charge, par exemple. Faut jouer rouge. Faut jouer force. Toutes les autres n'ont pas de charge, je crois. Absolument pas. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de se dire qu'on se bloque des mécaniques de jeu juste parce qu'on joue pas la bonne couleur, et sachant qu'en plus on est obligé d'en jouer que 2. Ouais, et qu'il y en a 8 au total, je crois. C'est ce qui me rebute le plus en fait. Ah, il y a 8 couleurs. Je crois qu'il y a 8 couleurs. Ah ouais, oui, ça limite d'autant plus. Je crois que c'est ça, ou un truc comme ça. 6 ou 8. 6 ou 8, ouais. Voilà. Bien. Après, c'est un choix. Je pense que c'est pour pas non plus trop compliquer le jeu. Qu'il n'est déjà, parce que ça ne veut pas non plus le jeu de cartes, de cartes
super compliqué. Ça se veut accessible, je pense aussi. Après, on peut et ça limite, mais en même temps, ça permet de différencier aussi. Ouais, mais moi, je pensais vraiment à des effets qui pouvaient... Enfin, il y a certains... Je pense, par exemple, moi, c'est ce qui m'avait vraiment rebuté sur le jeu. C'est le seul truc, vraiment, le gros point noir que j'avais pas aimé sur le jeu, c'est ce système de colonnes avec le fait qu'il y a que les verts qui peuvent bouger. Ce qui fait que j'ai tendance à jouer que vert, parce que j'aime bien pouvoir bouger entre les colonnes. Bah ouais, moi, ça me paraît vachement et puissant. surtout que, par exemple, on peut penser aux couleurs bleues, qui sont les couleurs qui renvoient dans la main, en général. Si je me rappelle bien, il y a pas mal de cartes bleues qui marchent avec comme ça. Voilà, boomerang, des choses comme ça. C'est très inspiré de Magic sur certains trucs. Et on pourrait imaginer des cartes où, en gros, tu le renvoies dans la main et tu le réinvoques sur de l'autre colonne, tu vois, des choses comme ça. Il y a des cartes qui étaient faisables dans d'autres couleurs. Après, le jeu vient juste d'arriver en bêta ouverte. Il n'est pas définitif. Il n'y a pas encore les premières extensions de cartes, sachant qu'il y en aura forcément. On pense à DOC qui, au début, n'était pas si bien que ça. Alors, il était déjà très cool, mais vraiment, la richesse du jeu s'est enrichie avec les patchs. Enfin, avec les nouvelles, l'arrivée de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques. On pense à des trucs qui permettaient, sur des DOC, en fait, il y avait 4 colonnes différentes et vous pouvez attaquer s'il y a aucun monstre dans votre colonne, vous pouvez attaquer le joueur en face. Et vous pouvez mettre que 2 monstres par colonne. Par ligne, plutôt, c'était d'ailleurs. Et il y avait des mécaniques, qui ont par exemple, au début, c'était assez compliqué de changer de ligne. Après, ils ont introduit des mécaniques qui permettaient de changer de ligne. Et derrière, ils ont introduit des mécaniques qui empêchaient de changer de ligne. Donc voilà, et ça crée de plus en plus de richesse sur le jeu et ça arrivera peut-être avec le scroll. Eh bien, à voir. En tout cas, pour l'instant, comme le dit la bêta, quand tu l'allumes, tout ce qui est là, c'est un contenu bêta et ça ne représente pas du tout le contenu définitif. Final. Ça se trouve, au final, ce sera peut-être un RTS. Qui sait? Ah, qui sait? Peut-être ce sera un FPS. Ce sera peut-être Skyrim, le prochain Skyrim. Le prochain Elder Scrolls. Je pense à Elder Scrolls plutôt. Ouais. Ça sera peut-être du jazz acrobatique, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Le prochain Elder Scrolls qui a été teasé d'ailleurs. Oui, qui a été teasé, mais genre vraiment doucement. Hein. Parce que genre, ils envoient des trucs en mode, oui, le prochain Elder Scrolls sera un open world. Ah! Comme depuis à peu près. Comme depuis les 5 derniers jeux. 5 derniers jeux, c'est ça? Ouais, étant donné qu'ils en ont fait 5. Oui, bah oui. Enfin, 6 avec, 6 avec Online. Ouais. Qui est devenu un open world récemment. Faut le préciser. Oui. Puisque c'était plus une colonne. Enfin, c'était plus t'enchaîner les trucs. Maintenant, c'est un vrai open world. C'est-à-dire, et je l'ai vérifié du coup, tu peux aller sur n'importe quelle map, que soit niveau 50 ou que soit niveau 1, tu gagnes de l'XP et tu peux battre les mobs. Ok, c'est cool. Tant mieux. C'est un réel open world. Les quêtes ne font plus aucun sens maintenant. Parce qu'elles suivaient une trame d'histoire quand même, un minimum. Et du coup, c'est du coup les quêtes de fin de niveau où ils t'appellent le héros de machin, bah si tu y es jamais passé, c'est un peu con. C'est pas très bien fait alors. C'est un peu fait à la pisse. C'est pas c'est pas terrible. C'est pas ouf. Déçu. Mais ça reste sympa. Ça reste assez cool, j'ai pu explorer des zones que j'avais pas faites avant puisque j'avais eu juste eu la flemme et tu gagnes beaucoup plus d'XP qu'avant en faisant en tapant des mobs ou en explorant la map, donc ça donne plus un côté GW2 qu'avant. Ok, bien. Bon bah on arrive sur la fin de l'émission. Ouais, on arrive sur la fin. Petite émission assez calme pour une 5ème game radio. Je suis un peu commencé à être fatigué. Ouais, je te sens fatigué. Ouais. Mais c'est le jeu de cartes aussi, hein, c'est calme. Si tu prends le temps de réfléchir, t'es bien quoi. C'est ça. Et en tout cas, on vous conseille carrément. C'est gratuit, allez essayer, surtout si vous avez aimé des jeux de cartes. Et par exemple, si vous avez aimé des jeux de cartes mais Hearthstone vous tente pas, allez essayer des Elder Scrolls Legends. Franchement, ça vous dépaysera pas. Et même pour ceux qui aiment Hearthstone et qui veulent peut-être aller un peu plus loin, le jeu est moins basé sur la RNG, a plus de mécaniques déjà actuellement et encore en bêta, donc allez essayer, hein, sincèrement. Ça me paraît pas. Ça vous coûte rien, ça se DL en 2 minutes top chrono. Oui, même si le jeu vous dit qu'il est fini dans 2 heures, il est déjà à 20%. Alors vous venez de le lancer. Hein, enfin bon, bref, en tout cas c'est sympa. On va se laisser du coup pour cette 5ème édition et jusqu'ici tout va bien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine ou demain pour ceux qui écoutent Populatarisme. On se retrouve pour le reste la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et partout, en gros. Et n'hésitez pas à continuer de jouer aux jeux vidéo parce que c'est cool.